le tabou n'est pas l'inceste lui-même, mais l'interdire. C'est un fait constant dans la société, et c'est vrai de toutes les violences sexuelles faites aux enfants, et c'est vrai de ce que j'appelle les violences de l'intime, les violences de la maison. Pourquoi? Parce que la violence, ça fait peur. Parce qu'il est plus commode de faire alliance avec l'agresseur qu'avec les victimes. La tentation pour la société est toujours de se voiler la face. L'objet de cette commission, c'est la protection des enfants victimes de violences sexuelles dans un contexte particulier qu'on appelle la libération de la parole. Et son objet, la protection des enfants, et ce contexte particulier, génère un devoir pour la commission. Un double devoir, qui est, un, de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Deux, de ne pas attendre pour protéger les enfants. Moi, je suis juge des enfants. La protection des enfants n'attend pas. Quand un enfant est en danger, il doit être protégé. Mon fils devait avoir dans les 3 ans et demi, je pense à peu près. Depuis 6 mois, il n'était pas bien. C'est-à-dire qu'il hurlait dès que je me déplaçais, dès que je quittais la pièce. Il se nourrissait mal, il avait peur, il était anxieux, il faisait des cauchemars. Je l'ai emmené voir plein de médecins, ils m'ont dit « mais c'est la séparation avec le père, vous inquiétez pas ». Et un jour, après un droit de visite, son père me l'a ramené. Et Alexandre était très blanc, je me souviens, dans ses bras. Il disait j'ai mal, il était dans les bras de son père. Donc je l'ai pris et moi immédiatement j'ai mal, j'avais mon fils chez le médecin. On le déshabille et là, Alexandre avait des fissures anales et le sexe en très mauvais état aussi. Enfin visiblement ça n'allait pas du tout. Donc le médecin me dit on va à l'hôpital tout de suite. À l'hôpital, bon, prélèvement sur Alexandre, qui était un enfant, il était terrorisé, il disait pas un mot, il était complètement... voilà. Et les médecins avaient l'air très très gênés. Alexandre est resté quelques jours à l'hôpital, hein. Je ne sais plus sur son carnet de santé c'est marqué, mais il est resté quelques jours à l'hôpital. Mais les médecins me donnaient pas d'explication. Donc après tout ça, je crois qu'il y a un médecin qui m'a dit votre enfant a été violé. Et j'ai appelé un des plus grands médecins de France, le docteur Sabourin, et je lui ai demandé un rendez-vous à Paris en urgence qu'il m'a accordé immédiatement. Et donc je vais d'abord à Paris, et le docteur Sabourin rencontre Alexandre et a immédiatement fait un signalement. Le docteur Rubitska, dans le même temps, a vu Alexandre et immédiatement un signalement. Donc j'avais 2 signalements en main, donc je vais voir un avocat, je dépose plainte, etc. Alors en plus, j'oublie une chose, c'est que quand Alexandre a été hospitalisé, étant donné que l'un des médecins m'a dit « votre enfant a été violé », j'avais appelé un avocat immédiatement qui m'avait dit « faites venir la gendarmerie ». Et il y a une gendarmette qui avait interrogé Alexandre « c'est un bébé, hein ». Et la gendarmerie avait demandé immédiatement une perquisition chez le père qui a été immédiatement refusée. Immédiatement. Refusé par qui? Par le procureur de Limoges. Immédiatement refusé. Voilà. Parce que la gendarmette avait été très secouée par ce que lui avait dit Alexandre. Mais c'est compliqué parce que c'est un tout petit bébé, un tout petit enfant. Un petit enfant, oui. Voilà, donc il s'était exprimé que papa lui faisait mal, que voilà. C'est difficile de poser question à un tout petit. Et donc, forte de tout ça, persuadée que bon, mon fils avait subi des violences, mais ne pensant pas forcément que c'était son père. Je me disais peut-être que c'est là-bas, au château. Voilà. Alors, donc, la justice reçoit ma plainte et on m'envoie chez un expert. J'arrive chez cet expert avec mon fils. Un expert quoi? Un médecin Psychiatre, docteur Roux. Oui. J'arrive devant ce médecin avec mon fils, donc il me prend, il me fait parler moi d'abord, je lui parle des médecins, du docteur Sabourin, docteur Dubinska, des éléments que j'avais en main, complètement néophyte en la matière, hein, parce que c'est un monde qui s'effondre. Bon, très bien, il m'écoute, ensuite il attend, il voit Alexandre pendant une demi-heure à peu près, Alexandre qui attendait depuis 1 heure et demie avec la secrétaire, qui était dans un état, il pleurait, il criait. Et il ne me dit rien. Je repars et je reçois dans son expertise déclarant que je suis une hystérique. Absolument pas touchée par le fait que le docteur Sabourin avait fait un signalement, et un signalement costaud. Hein. Il n'y avait pas ni le docteur Dubinska, qui était un médecin connu à La Rochelle. Bon, et je sais pas, peut-être un mois après, je reçois cette expertise donc, et je reçois en même temps
Une décision, c'est plus, je me souviens plus exactement, mais enfin il y a eu une décision finale d'un juge qui s'appelait Faux, le juge Faux, aux affaires familiales, qui déclare donc que je suis dangereuse pour mon fils, je suis une hystérique, et qu'il faut me retirer la garde de mon fils. Ça s'est passé très très vite. Il y avait une plainte auprès du procureur, et une plainte pour un transfert, pour interdire bien sûr tout droit de visite à son père, et une révision de tout ça. Donc non seulement c'est à moi qu'on supprime le droit de visite, le droit de garde, pas l'autorité parentale, on transfère au mois de novembre 95, je crois que c'était. Là, j'ai déposé plainte en 94, au mois de mai 94, quoi. Donc en novembre, très très vite, hein, avec tout, toute la garde, tout. J'ai plus le droit d'approcher mon fils parce que je suis une hystérique, parce que je mens. Entre-temps, comme j'avais eu encore un petit peu mon fils, j'avais amené à d'autres médecins, j'avais ramené chez le docteur Sabourin, qui refait 3 signalements. Docteur Dubinska refait 2 signalements. Je l'emmène chez le docteur Confet, qui était pédopsychiatre, parce qu'Alexandre avait des symptômes physiques, il avait des ganglions, il mangeait plus, il était en très mauvais état physique, il avait maigri, qui fait immédiatement un signalement, ce qui fait que j'en étais à 6 ou 7 signalements de médecin. Je vais voir mon homéopathe qui voit Alexandre, lequel fait aussi un signalement. Cet enfant va très mal. Il a subi des violences, il n'y a pas de problème, je fais un signalement. Donc j'avais un paquet de signalements. J'envoyais tout ça, enfin l'avocat l'envoyait au procureur de Limoges et au juge au JAF. Et ben, tout ça est passé, je peux dire à la poubelle, mais pratiquement, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et là, on m'enlève, on confie la garde au père, on m'interdit de m'approcher de mon enfant. Au moment où le couvercle s'ouvre, il y a des puissances très fortes pour le refermer aussitôt. Donc il faut y être toujours vigilant. Et parfois, ce sont des personnes concernées directement qui génèrent cette vigilance. Quand vous parlez de puissance très forte pour refermer le couvercle, qu'est-ce qu'il faut comprendre Mieux s'armer pour prévenir ces violences, lutter contre l'impunité des agresseurs et protéger les enfants. C'est ce que j'appelle refermer le couvercle. Et puis il y a des discours antivictimaires qui ont une forte propension à infiltrer la pensée des professionnels et de tout le corps social et à invisibiliser les victimes. La question est, qui voulons-nous protéger ? Je suis tellement d'accord avec vous. Qui voulons-nous protéger ? Si ce sont les enfants que nous voulons protéger, cela doit se voir. Et cela se voit insuffisamment. Bah de toute façon, en soi, c'est extraordinaire qu'on puisse dire à un enfant, cette personne que tu as accusée et que tu dis de ne pas vouloir aller le voir, tu vas la voir quand même. Enfin, il n'y a pas un adulte qui accepterait ça. Mais d'ailleurs, même si c'était faux, si moi demain je vous accuse, je sais pas, je vous accuse de m'avoir frappé quasiment à mort et que c'est pas vrai, je n'aurais pas envie qu'on m'impose de vivre chez vous pendant des années en étant dépendante de vous partout le marché. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais bref. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé mon enfant immédiatement, comme ça je ne pouvais plus l'amener chez un médecin. Son père l'a récupéré, l'a immédiatement déscolarisé. Alexandre avait un précepteur et comme ça n'avait aucun contact avec personne. Ça aussi c'était troublant. Les faits sont troublants quoi. Le premier réflexe c'est de déscolariser le gamin. Il y avait des tas de choses enfin qui étaient quand même étonnantes, qui auraient dû éveiller l'attention de n'importe quel enquêteur normalement constitué. Le dossier de Simone et d'Alexandre, c'est le premier dossier en fait, qui m'a amené à travailler sur la pédocriminalité en fait. Et à partir de ce dossier, j'ai déroulé une pelote. Tout ça s'est épaissi et j'ai commencé à dérouler enfin, une pelote avec de multiples fils donc, et qui s'est étoffée au fil des années où j'ai appris beaucoup de choses. Donc ça c'était vraiment ce transfert de garde au moment où je l'ai appris me paraissait incroyable. Je pensais que je n'y croirais jamais, parce que je me disais non, c'est pas possible. Quelqu'un qui est soupçonné de viol, où il y a autant d'éléments, qui doit être mis en examen, on va pas lui transférer la garde, en plus, rapidement. Nous recevons un nombre très important de témoignages, extrêmement important. En un peu moins de 2 mois, nous avons reçu plus de 6000 témoignages, tous modes de témoignage confondus. Et ce que chacun doit bien comprendre,
c'est que l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants, c'est deux choses. C'est l'ampleur par le nombre et c'est l'ampleur par la gravité. Ce matin même, une personne adulte qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance me disait « ça dure toute la vie, c'est pour ça que c'est grave ». Et ça, il faut que chacun en ait conscience, parce qu'effectivement, ces personnes nous disent « ça dure toute la vie ». C'est pas du passé, c'est toujours contemporain. Une souffrance psychique, physique, extrême et toujours actuelle, contemporaine. Quand on m'a enlevé mon fils, je suis partie me cacher dans un couvent. Quand l'avocat m'a dit... Oui. Et là, pour moi, c'était impossible. J'entrais dans la science-fiction. C'était un monde qui n'existe pas, parce que la justice... Bon, j'avais pas... Mais quand même, là, c'est un enfant, un tout petit enfant qu'on sacrifiait. Voilà. Et donc, évidemment, bon, j'ai eu toutes les poursuites de la terre, j'ai dû remettre mon fils. Le docteur Dubinska a fait un infarctus quand elle a appris qu'on m'a enlevé mon fils. Tant ce dossier l'avait touché, scandalisé. Elle auscultait un schizophrène qui, heureusement, a appelé les pompiers, elle est tombée. Non, on rigole, mais c'est tragique. C'est-à-dire qu'un médecin était tellement suffoqué, parce qu'elle savait la souffrance qu'Alexandre... Je me rappelle, c'est un soir, je t'ai dit, ça m'a servi après, pendant les 20 ans qui ont, je veux dire, les 20 ans qui ont suivi pour, j'ai commencé à y penser la nuit. Je me rappelle, je me vois, j'étais couchée, tu sais, et je commençais à... Ouais, à te dire que c'était infernal pour Alexandre. Écoute, je pensais à ce gosse. Ouais, moi aussi. C'était atroce. Ouais. C'était carrément atroce. Je pensais à ce gamin, ça me... Je me C'était disais, ça me brisait le cœur. Je me disais, mais mon Dieu, mais il y a la moitié. Il y avait ce qui se passait. Et je me rappelle, je me suis dit, Laurence, si tu commences à penser à ce genre de dossier, en plus il y avait d'autres personnes entre-temps qui avaient commencé à m'appeler, je me suis dit, tu commences à y penser, ça commence à t'empêcher de dormir, t'es foutu. Ouais, tu vas pas faire mon boulot. Je me suis dit, t'es foutu. Donc, maintenant, dorénavant, tu vas te poser la question, est-ce que tu peux faire quelque chose maintenant ou est-ce que tu peux pas? Tu peux faire quelque chose très bien, ou tu peux travailler, là tu peux pas, tu vas pas travailler jour et nuit, tu peux rien faire, donc tu dors, et tu n'y penses plus. Même lorsqu'il y a classement sans suite. Que le procureur de la République dit dans ce dossier, il y a trop peu d'éléments pour poursuivre le mis en cause. Nous disons que la protection de l'enfant doit primer toute autre considération. Nous disons que même en cas de classement, si un enfant dit « je suis victime de violence », il doit être entendu et protégé indépendamment des poursuites pénales. D'accord. Et comment concrètement? Parce que... Eh bien, vous savez, un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes, ce qui est extrêmement grave, et pour lui, dans son enfance, et pour la société que nous construisons. Il faut donc tenir compte de sa parole. Et lorsqu'un enfant dit qu'il est victime de violences sexuelles, incestueuses par exemple, il faut en tenir compte et ne pas lui imposer de se rendre chez un parent dont il dénonce les violences sexuelles extrêmement graves. Il y avait quelques journalistes, même si on n'avait pas beaucoup, qui avaient travaillé sur ce dossier. Et notamment, je ne sais pas si tu te rappelles d'elle, il y avait Sylvie Pinatel, qui est une bonne copine à moi. Ouais, je me souviens qui est devenue une bonne ouais, copine d'ailleurs par la suite. Hein. Mais bon, donc je l'ai rencontrée plus tard, mais elle était venue te voir. Oui, peut-être, je sais plus. Elle s'était intéressée au dossier, elle était venue te voir. Et elle me dit, moi, il y a un truc qui a emporté le morceau dans cette histoire, au-delà du reste. Elle me dit, c'est que... Donc Alexandre était encore avec toi, enfin tu pouvais encore le voir, mais tu savais déjà que tu allais être obligé de le remettre à son père. Et elle me dit, on était toutes les deux à l'avant dans la voiture, le petit, il était à l'arrière, et à un moment il a entendu qu'il avait les devoirs retourner
chez son père, et elle me dit, il a poussé un cri de bête. Oui, je me souviens de ça, Tu c'est vois, vrai. Je me souviens. Oui, tu vois. Je me souviens. Elle Ça me avait dit, été... Oh, ça me... oui. Elle m'a dit, il n'y a Malade, pas ouais. d'autre mot. Un cri de bête. Il poussait le des gamin, cris de bête. Ouais. il s'est mis à pousser un cri de bête. Et elle me dit, et là, elle me dit, plus que tout, là, je me suis dit, Pas de problème. enfin, ça va pas, quoi. Tu vois, il y a quelque chose. En tout cas, ce gamin a subi quelque chose, et ça se passe là-bas. Parce que c'était pas un cri de bête, parce qu'il allait aller au club sportif ou à l'école. Hein. C'est quand il a compris que il allait être mis à son père. Donc j'avais un droit de visite très peu, hein, dans un centre. Son père l'a jamais présenté. J'ai déposé, je sais pas combien de plaintes. J'ai dû en déposer 24, je crois, puisque j'avais pendant 2 ans, qui n'ont jamais eu de suite. Alors, et là, au stupeur, j'apprends qu'en fait, il l'avait emmené en Suisse, à mon insu, donc il pouvait pas l'amener de Suisse à Limoges. Alors ça, c'est pareil. Ouais. Moi, parce que donc, il y avait des plaintes pour non-représentation d'enfants. Je me disais, mais c'est pas possible parce que, alors, la non-représentation d'enfants, c'est super carré, quoi. C'est très simple. Ah ouais. Il y a un droit de, je veux dire, il y a un droit de visite avec une date. Et ça fait partie de ces choses qui sont tellement simples à établir que tu peux faire l'objet d'une citation directe pour une non-représentation d'enfant. Soit tu peux prouver que t'as présenté l'enfant, soit tu l'as pas. C'est aussi carré que ça, quoi. C'est comme les pensions alimentaires, c'est très simple à prouver. Donc, il y a pas photo. Non, en plus, dans Voilà. un centre, tout le monde était témoin. Mais oui, il y a pas photo. Donc, il puisse y avoir 2 ans de non-représentation d'enfants. Sans qu'à aucun moment la justice s'émeuve. Je me disais, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ce tribunal? Et là, j'apprends avec stupeur, j'avais reçu une lettre du procureur, que la nouvelle résidence de monsieur était en Suisse, sur un ton tout à fait badin, normal. Il est parti en Suisse, normal. Alors que moi, on m'avait reproché d'être parti à La Rochelle, en disant que je déménageais tout le temps. J'ai vu des placements aussi, par exemple, avec des enfants. En fait, la mère avait essayé de fuir à l'étranger. Parce qu'elle avait peur, elle était absolument convaincue que son ex-conjoint était quelqu'un de très dangereux pour l'enfant, et puis du coup, elle se retrouve, elle savait plus quoi faire, donc elle partait. Puis il y en a, on les retrouvait. Et moi j'ai vu dans ces cas-là, en fait, on a l'impression, puis elle n'est pas tellement fausse, je pense que c'est une forme de punition, c'est-à-dire que l'intérêt supérieur de l'enfant, il est très loin derrière, quoi. Oui, et vous savez qu'en 2003, si ma mémoire est bonne, l'ONU, par la signature de Juan Miguel Petit, avait alerté sur le traitement par la justice française des plaintes déposées par les mères pour protéger leurs enfants, et sur le fait que ces mères étaient parfois contraintes de partir à l'étranger pour protéger leurs enfants. Lorsqu'il y a une plainte pour non-représentation d'enfants et que le parent mis en cause pour non-représentation d'enfants, la mère dans la plupart des cas, justifie le fait de ne pas avoir envoyé l'enfant chez l'autre parent par le fait que l'enfant subit des violences, le procureur de la République doit vérifier si l'enfant est victime de violences avant de décider de poursuivre ce parent, la mère la plus souvent. Donc c'est une satisfaction de ce point de vue, puisque ça montre que nos travaux sont pris en compte. Et je rappelle tout simplement, tu vois ce qu'elle avait dit, le docteur Rubinska qui avait écrit là, mon avocat. Alors, d'ailleurs, le lieu de parole et de soins qui est la consultation spécialisée chez un psychologue ou psychiatre est interdit à Alexandre par l'ordonnance du 4/7/96. C'est-à-dire que la justice a interdit à mon enfant de parler, de rencontrer des médecins, de voir d'autres enfants, de voir une maîtresse, de parler à sa mère. Il avait en seul contact son père, l'environnement de son père. Pour en revenir aux attestations du professeur Quentin Debré, la justice, je me souviens plus des termes exacts, avait qualifié obsolète mes attestations, peu circonstanciées, d'un grand professeur de médecine, n'est-ce pas, et trop laconiques, et donc rejeté du débat. On frôle le désespoir total. À chaque fois, on arrive avec des éléments nouveaux émanant de personnes qui sont quand même très très qualifiées. Voilà, qui ont un poids, et qui, par la justice, voilà, donc obsolète, laconique. C'est que quand un petit expert de La Rochelle déclare que je suis hystérique, alors que je n'ai aucun passif médical, ni d'internement, ni de médicamenteux, ni rien. Oui. On m'a jamais enlevé l'autorité parentale, j'ai eu 3 enfants que j'ai élevés. On t'a jamais accusé de maltraitance? Mais non, jamais traité de maltraitance. Je donnais des cours à l'école pour les enfants, etc. Brutalement, je deviens une hystérique.
Ensuite, quand j'étais à La Rochelle, j'ai fait une bande dessinée où j'ai raconté mon histoire sans mettre de nom ni rien, mais bon, c'était quand même bien explicite et bien caricaturé. Eh bien, je suis passée en correctionnel pour ça, parce que voilà. Bon, ils n'ont rien pu faire, parce que je suis artiste, j'ai le droit de faire une petite bande dessinée que je distribue. Ça les ennuyait, mais à chaque fois, je n'avais plus de solution. Sans compter. Tu as quand même été en prison. Ah oui, alors oui, pas voilà, longtemps, parce que oui, je suis allée en prison, parce que la juge, je passe devant une juge qui s'appelait Madame Breton, je vous remercie beaucoup Madame Breton, me dit vous êtes folle. Et je lui dis c'est vous la folle, parce que j'ai pas accepté d'injure d'un juge, point terminé. Elle n'a pas à me traiter, voilà. Alors ça a été très rapide, là aussi, je suis convoquée par le tribunal, et on déclare que je lui avais fait des menaces de mort. La greffière déclare que, voilà, j'avais fait des menaces de mort, que je n'avais absolument pas faites. Et alors là, c'est des trucs, ils inventent, mais c'est affolant, quoi. Bon, je me dis, ça commence à sentir mauvais, je suis convoquée. Donc, la gendarmerie, 3/4 ou 2/4 de gendarmes me chercher sur l'île de Ré, au petit matin. Il fallait bien ça, hein, 2/4. Oui, il fallait de ça, voilà, je me souviens. Pour convocation chez le juge, donc, j'y vais, et il me dit, vous la traitez de folle, vous le menacez de mort. Je dis, mais jamais de la vie. Et en toute franchise, en plus, c'était bon. Si je suis pas le genre à mentir, je lui dis oui, elle m'a énervé. Je lui dis, écoutez, allez crever. Mais je lui ai jamais dit ça. Je lui dis, c'est vous la folle. Et je sentais quand même que le juge, il avait reçu des ordres et il était gêné aux entournures. Il me dit, demain, je vous reconvoque. Ben, je lui dis, je vais aller à l'hôtel. Il me dit, non, vous allez en maison d'arrêt. Là, la stupeur la plus totale, parce que bon, on m'avait tout fait. Hein. On m'avait enlevé mon fils, on m'avait humilié, on m'avait ruiné, on m'avait... Oui, crevé, j'ai eu, je crois, 17 fois mes pneus crevés, des dégradations graves sur ma voiture, c'est-à-dire pare-choc arraché, enfin tout ce qu'il peut y avoir. J'étais 2 fois cambriolée, je recevais des appels malveillants jour et nuit. Alors donc j'étais mise sur écoute par France Télécom, et bien le listing a été remis par le directeur de France Télécom au procureur qui l'a perdu. Un enfant si jeune, en général, il y a quand même les pédopsychiatres sont quand même d'accord pour dire qu'à moins que la mère soit extrêmement maltraitante, mais dans ce cas-là, On m'a jamais enlevé l'autorité jamais on a dit que tu tout. étais maltraitante, qu'il a besoin de sa mère et que c'est pas bon qu'un enfant ne puisse pas soit coupé comme ça violemment du jour au lendemain. Arraché. Au-delà je veux dire, il doit rien y comprendre de sa mère. Ouais. De toute façon, c'est un traumatisme majeur, mais ça c'est frappé au coin du bon sens, quoi. Je veux dire, donc ça c'était quelque chose qui était très choquant aussi. C'est toujours très étonnant de voir un expert qui se permet, en ayant vu une fois, des fois 2 fois, mais des fois 10 minutes, quelqu'un, de poser une espèce de diagnostic comme ça, alors que normalement, c'est un travail qui est très minutieux, qui est balisé, avec des critères qu'ils essayent d'être le plus objectifs possible, même si c'est compliqué. J'ai même eu une expertise d'un docteur David, je crois, que j'ai jamais vu. Qui a déclaré, Oui, ça me dit quelque chose, ça. Oui, que j'étais une hystérie, j'ai jamais vu ce type. Je lui avais téléphoné, je lui avais dit je ne comprends pas parce que je ne vous ai jamais vu. D'un autre côté, il y avait des personnes pour suggérer, demander que, par exemple, des enfants victimes, reconnus comme victimes d'inceste, par exemple, aillent visiter leur violeur en prison. Bon, ça a été un tollé chez les associations, mais enfin, il y a quand même eu des gens dans la justice, je veux dire, pour suggérer ça, quoi, pour garder le lien entre un parent violeur et sa victime. Donc la dernière fois où je revois Alexandre, c'est sur le trottoir de Bordeaux, il a été remis à son père. Il est tombé dans les pommes, il a hurlé, c'était monstrueux. Et je l'ai vu une fois à Avignon, parce que j'avais réussi à obtenir, je sais plus comment, un droit de visite. Je me suis tapé d'aller à La Rochelle à Avignon. Et j'ai vu mon fils pendant 1 heure, il devait avoir 7 ans, 8 ans, petit enfant, voilà. C'est tout. Et il m'a pas dit, à l'époque, il était déjà en Suisse. Il avait dû recevoir l'ordre, surtout tu dis rien maman, etc. Et là j'obtiens une expertise du docteur Salem. Tout le monde m'a dit qu'il était très bien. Eh bien non, docteur Salem, vous n'êtes pas très bien, monsieur Salem. Vous êtes même quelqu'un de très mauvais, de très...
d'ignoble, je dis carrément le mot ignoble, parce que, non, j'étais toujours une folle, une hystérique, un estrion. Pour Salem, j'étais un estrion. Oui, je ne pense pas que ce soit un terme médical, estrion. Non. Et le juge m'a reconvoqué, la greffière avait changé d'avis, elle n'avait pas entendu les menaces de mort. Il n'y a eu aucune poursuite contre la greffière, qui avait quand même déclaré au départ, j'ai entendu Madame Bénichou menacée. Et après, elle dit, je me suis trompée, ça devait être, voilà. Enfin, des trucs, tu vois. Quand je réfléchis, maintenant, 30 ans après, je me dis, mais ils sont tarés, mais un truc qui va pas. C'est franchement, jamais on oserait faire ça. On se sentirait ridicule. Eux, rien ne les arrête. Ils sont grotesques de A à Z. Voilà. Quand ils ont décidé de te démolir et de t'interdire d'agir, c'était ça. Voilà. Mais au-delà de m'interdire d'agir, il y avait la souffrance de mon enfant. Et moi, j'y pensais tout le temps. Je savais qu'il était avec cet individu et je savais que mon fils subissait des choses anormales. Le dossier médical de mon fils à l'hôpital s'est perdu parce qu'ils avaient fait des prélèvements, etc. Parce qu'Alexandre avait des staphylocoques, avait des ganglions. L'état de choc, tu vois, il avait été dans un tel état de choc. Le dossier médical s'est perdu aussi. Beaucoup de choses se sont perdues. J'ai déposé X plaintes pour mes pneus crevés. Voilà, je me souviens, un gendarme est arrivé le matin, il me disait, dites donc, là, c'est criminel. Hein. Il y a les 4 pneus. Mais enfin, l'air de rien, on se dit, maintenant, on me menace. Allô? Oui. Au cours de votre carrière, qu'est-ce que vous auriez voulu que vous n'aviez pas? Il y a 2 grandes manières de voir. La première, c'est de dire toutes les mesures protectrices sont dans la loi. Ce qu'il faut, c'est que la loi soit appliquée. C'est dire. Et puis, il y a une autre manière de voir, qui est plutôt la mienne, même si je ne suis pas en désaccord avec la première. Et mon point de vue est le suivant. Je pense que nous avons besoin de ce que j'appelle une législation plus impérative. Il est absolument nécessaire que la loi fixe très clairement le cap de la protection. Ça, c'est très important. Par exemple, qu'il soit écrit dans la loi que lorsqu'un parent est déclaré coupable d'inceste, l'autorité parentale lui est retirée systématiquement. Ça fait disparaître l'aléa. Et c'est conforme à la raison. Et si c'est conforme à la raison, c'est que c'est conforme à nos principes. De même que la loi du 21 avril 2021, dite la loi sur les seuils d'âge, 18 ans en cas d'inceste, 15 ans hors des cas d'inceste, une loi non pas sur le consentement mais sur la preuve, c'est une législation impérative qui ne demande plus aux policiers, aux gendarmes, aux procureurs, aux avocats, aux juges de vérifier si un enfant de 10, 11, 12, 13 ans était consentant à un acte sexuel avec un adulte, mais prévoit systématiquement que le passage à l'acte sexuel de l'adulte est un viol ou une agression sexuelle. Je crois qu'il est très important d'avoir présent à l'esprit ceci, c'est l'asymétrie. L'asymétrie entre l'adulte et l'enfant. L'asymétrie entre le sujet qui fait le choix de la violence et la personne qui devient objet de violence. Et d'avoir présent à l'esprit que le passage à l'acte sexuel de l'adulte est toujours une perversion du besoin affectif de l'enfant. L'enfant émet un besoin de sécurité affective. Le passage à l'acte sexuel est une perversion de ce besoin. Oui, et pourquoi en fait on a fait sortir, justement vous parlez de ces seuils d'âge, pourquoi on a fait sortir du champ de la loi la personne ayant autorité pour le seuil à 18 ans? Cette loi est un progrès. Au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, nous l'avions formulée dans un avis d'octobre 2016. Donc qu'elle soit votée 5 ans après, c'est une satisfaction. Et il est évident qu'il faut que la loi soit très claire justement sur cette asymétrie, y compris sur l'autorité dont dispose l'adulte à l'égard d'un enfant. Toujours, nécessairement. Il faut voir ce rapport d'asymétrie. C'est cette conscience-là qui permet de penser la scène de violence et la violence contenue dans le passage à l'acte. Et en fait, et puis aussi, donc, dans ces seuils de consentement, donc 15 ans ou 18 ans, pour autant, on continue quand même d'une certaine façon à questionner le consentement, puisque si on est en dessous de 15 ans et qu'il y a un rapport sexuel, aujourd'hui, c'est pas du tout systématiquement déclaré comme un viol. Désormais, oui.
La loi dit que lorsqu'un adulte commet un acte sexuel sur un enfant de moins de 15 ans, c'est un viol. Ah oui, depuis 2021? Oui. Et la loi dit que dans les cas d'inceste, lorsqu'un adulte commet un acte sexuel sur un enfant, quel que soit son âge, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans, c'est un viol. Pourquoi mon fils a été hospitalisé avec des fissures anales comme il avait? Pourquoi il avait quand même le sexe en sang avec enfin parce que c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Ils m'ont dit que la justice a déclaré que c'était des problèmes de transit. Alexandre n'a jamais eu de problème de transit. En plus, j'ai eu un fils qui a eu une péritonique. Il n'a jamais fait les fissures anales. Un autre fils. Voilà. Pour Benjamin, il n'a jamais eu ça. Et en plus, il n'a jamais eu cet état de stupeur, de sidération, de terreur dans lequel était Alexandre quand il voyait presque tout le temps, parce qu'il avait peur que son père vienne le chercher. Et quand son père venait le chercher, là j'ai eu plein de témoins, parce qu'à la fin j'appelais les voisins et tout, et les gens étaient horrifiés, parce que bon, un enfant peut dire je vais pas voir papa, je vais pas le voir, mais pas comme ça. Parce qu'on a un autre problème aussi, c'est que, alors, d'un côté, on a des juges débordés qui, des fois, en fait, prennent du coup pour parole d'évangile ce qu'on dit les experts aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix, tellement. Et d'un autre côté, on va avoir des fois, des cas où on a des difficultés, c'est-à-dire on prend n'importe qui comme expert, parce que on se rappelle cet expert durant l'affaire d'Outreau, en gros, qui avait dit oui, mais enfin, avec ce qu'on nous paye, vous voulez pas, en plus qu'on passe du temps, enfin, ça, en gros, c'était ça qu'il avait dit. Hein. Ça avait fait scandale à l'époque, mais voilà. Et moi, je m'en rappelle effectivement dans aussi d'une affaire où il fallait aller, c'était en Île-de-France, mais il fallait aller au fin fond de l'Île-de-France. Vous voyez, il y avait déjà je sais pas, 65 km à faire. Je m'étais dit, mais c'est bizarre. Et l'expert en question c'était je crois qu'elle a été, en plus elle a eu des ennuis, il me semble qu'elle a été radiée après, mais de la liste des experts. C'était une Russe qui était rentrée comme cadre infirmier en France, d'abord, et qui après, enfin vous voyez, et qui avait un Français qui n'était pas mauvais, mais qui restait approximatif. Donc on pouvait se dire que sur des choses aussi subtiles, et qui passaient, et les expertises duraient 10 minutes. J'ai vu des expertises où en fait, les experts n'avaient même pas rencontré les victimes. C'était, je sais pas sur quoi exactement ils se fondaient. Donc il y a peut-être aussi un problème. Alors bon, il y a le problème de qui on choisit, d'imposer certaines choses, mais il y a aussi peut-être un problème financier, parce que est-ce que ça fait partie je sais pas, des idées, des pistes, une hausse de la rémunération et même des crédits qui sont alloués aux expertises? Oui. Je vous en prie. Pour résister, je faisais des référés. À gauche, à droite, tout mon argent y est passé. Je tiens à dire aussi que quand j'ai porté plainte après, avec constitution de partie civile, quand le juge avait classé sans suite la plainte, donc je me suis constituée partie civile, le juge Amar Belacel m'a demandé une caution à l'époque, je crois que c'était en 96, de 3 millions de centimes. J'ai dû vendre un appartement, enfin 3 millions de centimes, on n'a jamais... Tu te rends compte ce que ça fait aujourd'hui, 3 millions de centimes à l'époque? Du jamais vu. Donc j'ai vendu ma maison sur l'île de Ré, je l'ai bradée. Parce que bon, à un moment donné, t'es même plus dans le matériel, quoi. T'es dans une telle aberration, ça dépasse le... C'est démoniaque. Je veux dire, le mot, c'est carrément démoniaque. T'as affaire à des démons. Moi, je le ressentais tel que, parce que je me dis, ces gens n'ont pas d'âme, il y a un enfant. Quand la justice n'a pas réussi à établir ce qui s'était passé, quid des plaintes en dénonciation calomnieuse, qui peuvent aussi être un frein? Deux choses. La première, c'est que la plupart des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants n'aboutissent pas, puisque toute violence sexuelle confondue, 70% des plaintes sont classées sans suite. Oui. On dit qu'il y a au moins 160 000 enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles en France. Il y a moins de 1000 condamnations par an. Entre les deux, il y a 70% de classement sans suite. Il y a donc un écart extrêmement important. Et moi, je dis toujours, ces 160 000 enfants, nous devons les trouver. Et nous devons les trouver pour les protéger. Car ces enfants existent. Mais nous ne les voyons pas. Donc j'arrive dans ma petite maison. Je recommence à faire 3 petits dessins pour gagner 3 sous. Je rencontre les gens du village, etc. Et à bout de souffle, ne sachant plus quoi faire, je commence une grève de la faim.
Donc là, ça a été très drôle et très tragique aussi, parce que j'avais ma petite maison qui n'était pas du tout rénovée, c'était un genre de petit taudis, que je n'avais pas payé cher du tout, mais c'est tout ce que j'avais un toit. Je savais que je n'allais pas dormir dans la... Et je mets un panneau sur ma porte, grève de la faim. Et là, je vois arriver Jackie Marty, maire du village, que je remercie, qui est un homme admirable. Il m'a mis Simone, parce qu'il il savait que je faisais des dessins, j'ai fait 3 expos, il trouvait que je dessinais très bien et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Je lui montre, et Jackie, en bon rural, en homme de la terre et tout, voit tout ça, il me dit, c'est pas dans la balle. C'est pas dans la balle, je vois pas ton petit. Je mets à ta disposition les fax et tout, et je t'appuie complètement dans ta grève de la faim. Bon, ça a été un grand coup de pouce dans le village, parce que le fait que le maire me donne un coup de main, donc moi je commence ma grève de la faim, et là il s'est passé quelque chose d'absolument fabuleux. D'abord il y a une petite grand-mère qui avait pas bien entendu grève de la faim, qui avait entendu crève la faim, qui est arrivée avec un panier de victuailles, ça a été trop mignon. Dans toutes les choses drôles qui sont passées, voilà. Voilà, absolument adorable. Et là, toutes les femmes du village, moi j'avais un lit de camp, une machine à laver, il me restait plus rien, hein. Donc on prévient la presse par les fax de la mairie, etc., avec l'appui du maire. On prévient tout le monde, l'AFP, etc. Et moi j'étais sur mon lit en train d'attendre que la presse se rappelle et tout. Bon, c'était quand même il y a 28 ans ou 25 ans. Donc il n'y avait pas encore trop de grève de la faim, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, pas de moyen de communication. Toujours pétition, essayer de prévenir tout le monde. J'attends 2-3 jours, au bout de 2-3 jours tu commences à avoir faim. Mais persuadée qu'il y a du monde qui allait venir. Et entourée de toutes ces femmes du village qui m'avaient amené des oreillers, qui pleuraient, les larmes, toutes les larmes de leur corps, elles étaient... Voilà, tout le monde attendait. Et la presse a commencé à venir. Il y a eu elle, il y a plein de... Voilà, j'ai eu beaucoup d'articles, je suis passée à TF1 et tout. Et comme moi, j'avais pas de télé, je me souviens, il y a un comité de soutien qui s'était fait. Il m'avait amené une télé, parce que quand je suis passée à TF1, voilà, TF1 est arrivé je crois que c'est un dimanche, je me souviens. Tous les gens du village s'étaient mis sur 31, costumes, cravates et tout. C'était l'événement. Il y avait des gens qui faisaient des presse-books, des articles de presse, c'était... Mais tous avec un cœur, une générosité d'âme... Choqué par la souffrance d'Alexandre, dégoût total de la justice, du mépris des attestations médicales émanant de spécialistes excellents, et puis la souffrance de l'enfant, de dire comment ce petit, voilà, il présente des fissures anales, un état clinique, un état physique, voilà. En plus, j'avais enregistré mon fils. J'avais des petits enregistrements parce que quelquefois Alexandre parlait, j'avais enregistré ses cris quand son père venait, je les avais fait entendre. Et là, bon, tout le monde pleurait, toutes les femmes pleuraient. Alors les hommes attendaient dehors et les femmes pleuraient. J'étais suivie par un médecin et le préfet voulait que ce soit un médecin de la justice qui me suive. Et mon médecin, le docteur Kérat, a été remarquable, a dit non, je la suivrai. Elle a le droit de mourir chez elle si elle veut, jusqu'au bout, je la suivrai. Voilà. Donc j'arrive à 18 jours de grève de la faim et là le procureur dit bon ben elle va voir son fils. Moi je voulais voir mon fils, je voulais voir l'état de mon fils. En fait c'est à ce moment-là en fait justement que j'ai entendu parler de l'affaire. C'était la grève de la faim, donc la constitution du comité de soutien, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette pétition qui a circulé. Donc je vais à Montpellier, aidée par le comité de soutien et tout, qui me conduit, qui m'avait massé et tout, contente parce que j'avais pu un peu manger leur bouillie, là, tu sais, pour cancéreux, parce que quand t'as fait 18 jours, en plus quand on fait 18 jours de grève de la faim, et on sait plus trop ce qu'on dit, les mots t'échappent. Et on arrive à Montpellier, le procureur avait changé d'avis. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y avait aucune décision de justice qui avait dit, vous allez voir votre enfant. Voilà. Donc, je ne vois pas mon fils. Là, je suis revenue assez désespérée, hein. Comme ça, je pouvais plus reprendre ma grève de la faim, c'était clos. Quand on a 2 parents dangereux, l'enfant ne peut pas rester dans la maison. Pour qu'il soit protégé, il faut lui permettre de vivre dans une maison où il sera en sécurité, par le moyen d'une mesure judiciaire de placement dans une famille d'accueil ou dans une maison d'enfants. Mais quand il y a un parent dangereux et un parent protecteur, c'est un modèle différent. Dans ce cas, il faut que la société et les décisions de justice donnent aux parents protecteurs les moyens juridiques de protéger son enfant. Oui, mais il y a énormément de placements où en fait on n'a jamais accusé un des 2 parents d'être dangereux pour l'enfant. Ou alors c'est utilisé aussi pour punir. Je me remonte un peu financièrement, je donne des cours de dessin, des cours aux enfants de tes ans, etc.
je fais des expos, etc. Et toujours, je me disais, mais c'est pas possible. Et un jour, Alexandre a 15 ans. Je reçois un coup de téléphone, Alexandre. Maman, voilà, oui, mon fils, c'est maman. Voilà, mon père veut bien que je te revoie, mais il veut que je sois en présence d'autres personnes. Alors, je vais te revoir chez mes frères et sœurs à Biarritz. Fabuleux. Donc, je vais voir Alexandre en présence de mes enfants. On prend des photos, tout. Donc, j'avais quitté un petit garçon et je revois un grand jeune homme. Oui, parce qu'il y a 10 ans qu'il s'est écoulé, mine de rien. Voilà, j'avais vu une fois, donc à Avignon, une fois, il avait 7 ans, voilà. Alors, de temps en temps, je recevais une photo, mais très peu. J'ai reçu très peu de photos de mon fils. Hein. Des lettres que je te montrerai, qui étaient visiblement pas écrites par lui. Des cartes. Chère maman, je vais bien. Je travaille bien à l'école, ce qui a été complètement faux, parce qu'après, voilà, j'ai réussi à obtenir les notes. En plus, on m'a caché qu'Alexandre, quand il était en Suisse, il avait volé, il avait fait dans un grand magasin, il avait eu 2 conduites d'enfants qui avaient subi un traumatisme, d'enfants qui voulaient... oui, surtout que c'était pas par manque de moyens. Oui, alors là, on pouvait pas dire que c'était moi. Hein. Non, et on pouvait pas dire non plus qu'il allait voler parce qu'il manquait de moyens. Non, mais là, il n'y a rien eu. Moi, j'ai signalé, quand j'avais appris ça, je sais plus comment, avec mes recherches, il n'y a eu aucune poursuite. J'avais dit, regardez, mon enfant vole dans une grande surface, vole. Non, c'était pas grave. Donc, s'il avait volé avec moi, on aurait dit, regardez cette mère, et tout, mais non, c'était pas grave. Mais rien du tout. Donc, je vois mon fils, et qui me dit, écoute maman, je veux rester avec toi, sans me parler de quoi que ce soit. Bon, moi je me dis, il a 15 ans, pas de problème, tu viens à la maison, comme une pauvre. Encore tout à fait crédule, enfin, me disant, là, il y a des lois, quand il y a un enfant à 14 ans, c'est un adolescent, sa parole va être écoutée. Donc, on va voir un avocat qui dit aucun souci. Voilà. Donc, Alexandre est inscrit au lycée. Et là, bien sûr, monsieur qui va présenter Alexandre 24 fois sans aucune suite, porte plainte pour non-présentation d'enfant d'un gamin de 15 ans qui disait je n'y vais pas. Et je suis poursuivie par le tribunal qui demande je crois bien, je ne vais pas dire de bêtises, 2 ans et 6 mois de prison ferme contre moi pour non-présentation d'enfant d'un gamin de 15 ans qui allait au lycée prétextant que je l'empêchais de voir son père, que je séquestrais alors qu'il allait au lycée, qu'il prenait le bus tous les matins où je l'amenais, qu'il voyait ses copains librement, voilà, qu'il avait sa petite mobilette ou son vélo. Alors j'amène bien sûr tous les arguments, les attestations des gens du village, mais non, Alexandre est tout à fait libre, etc. Eh bien, bien sûr, ça ne porte pas. Ça a pris 3 ans, je dois dire, pour que j'obtienne sa garde. Il avait 17 ans et demi quand je suis encore passée au tribunal. Alors j'avais toujours des mises à l'épreuve, j'avais 6 mois pour le remettre à son père. Il avait 16 ans et demi, il fait 1m76. Tu vas retourner avec papa, hein, voilà. C'était terrible. Hein. Et non, j'irai pas, voilà. Et hop, clac, au nouveau, abominable, quoi. Et ça, c'est quand même pas trop mal fini, parce que j'ai eu un procureur absolument fabuleux, qui s'appelait Monsieur Romanello, qui est un fabuleux, qui m'a relaxé, parce que quand je suis passée devant lui, persuadée que j'allais aller en prison, assez catastrophée, faisant semblant de prendre les choses comme je pouvais les prendre, mais quand même détruite. Et Alexandre, on s'est détruit, parce qu'il disait, ma mère, ça recommence, on va pas s'en sortir. Hein. Le père qui demandait la garde de son fils n'était pas présent. Donc ce juge a fait immédiatement, a dit, c'est bizarre ce père qui veut la garde de son fils, qui n'est pas venu de Suisse. Pour un père très attentionné, très attentif, et qui réclame à corps et à cri, voilà. Donc il a pris le dossier par une feuille, le dossier est tombé, et là j'ai compris que j'allais sortir relaxée. Et un jour, quand il avait, donc c'était en 2000, je sais plus combien, maman, je vais porter plainte. Et moi, j'évitais de lui parler parce que je savais que c'est douloureux pour moi. Je voulais pas être comme un inquisiteur. Alors dis-moi et tout, c'est quelque chose quand même de perturbant, même pour moi, mais pour lui encore plus. Dire ça à sa mère, tu vois, son père lui a fait ça. Et donc il va à la gendarmerie, il voit ce gendarme, il dépose plainte, il ressort content. Ça lui fait du bien. Et oui, mais avant, il y a eu un fait important. Un jour, il me dit, je veux que mon père avoue. Donc, on fait venir ce cher monsieur dans ma petite maison de Tézan, lequel arrive tout pomponné, fringant et tout, avec sa superbe Mercedes. Rentre tout content. Voilà. Et Alexandre, tout de suite, lui dit, maintenant, tu vas dire la vérité. Et ce cher monsieur dit, mais quelle vérité? Qu'est-ce qui se passe? La justice m'a toujours donné raison. C'est ta mère qui a tout inventé, c'est ta mère qui était folle. Et là, Alexandre, il avait 21 ans, oui. La colère l'a pris, il lui a cassé la figure.
Bon, l'autre est sorti, très mal. Et le soir, elle a téléphoné à Alexandre en disant je te pardonne. Mais quand mon fils a eu cette crise, moi j'ai dû appeler le médecin pour le calmer, parce qu'Alexandre s'était déchaîné. Il n'en pouvait plus, tout sortait d'un coup. Voilà, dans tous les sens, avec une violence. Oui, tu m'as dit, il lui a cassé la figure, Voilà, tu m'as dit qu'il avait empoigné la poêle. Ma maison était cassée de haut en bas, c'est encore moins une horreur, voilà. Mais j'ai senti qu'Alexandre allait mieux, et c'est donc après ça, quelques temps après, je sais plus, qu'il a décidé de porter plainte. Il a porté plainte, il se sentait mieux, il était délivré, il avait fait ce qu'il voulait faire en fait depuis longtemps, en tant qu'adulte. Et lui attendait vraiment un résultat, au moins d'être auditionné par un juge. Et là, stupeur, dans un temps record, on a reçu un classement sans suite. C'est-à-dire que ce classement sans suite, alors qu'Alexandre était domicilié chez moi, à Tétans-les-Corbières, est arrivé en Suisse. Et j'ai reçu une lettre du père dans laquelle il y avait le classement sans suite, disant voilà le classement sans suite de la plainte d'Alexandre. Tu te demandes. Et là, Alexandre était vraiment très déçu, ça lui a fait baisser les bras. Il s'était délivré. Il pensait qu'enfin, lui, à partir du moment où lui déposait plainte, on allait l'entendre, il était adulte. Cette plainte, je l'ai découverte aujourd'hui. Il y a quand même, je veux dire, malgré tout, il y a quand même des choses qui sont, qui sont extrêmement explicites dans ce qu'il raconte sur ce qui lui est arrivé, mais il y a aussi d'autres choses où je suis surprise aussi qu'on l'ait pas soulevé, par exemple, et que même le parquet l'ait pas soulevé. C'est qu'il dit que son père le traitait de sale juif. C'est pas mal, hein. Il faut le faire. Que Hitler n'avait pas fini le travail. C'est charmant, oui. Je veux dire, qui sont quand même des choses qui, on est dans une époque où ça soulève l'intérêt des juges. Donc, il redit après, il dit, il m'humiliait tout le temps. Il tenait des propos racistes vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que, au-delà des accusations d'agression sexuelle et de viol extrêmement graves qu'il décrit, il y a d'autres choses en fait qui auraient dû soulever l'attention de la justice. Enfin, c'est un délit pénal de traiter quelqu'un de sale juif. Oui. C'est un délit pénal de compléter en disant que Hitler n'a pas bien fini le travail. La formation, c'est une décision éminemment politique, dans son organisation et dans son contenu. Quand on décide, moi j'étais professeur à l'École nationale de la magistrature, quand on décide de faire une formation, on en choisit un contenu. Et ce contenu, s'agissant de la protection des enfants, doit être conforme à une politique publique. Une politique publique qui est aujourd'hui une politique publique de protection. Et donc, il faut que les professionnels s'inscrivent dans cette politique publique. Les décisions sont des décisions humaines, appliquées à des situations individuelles, mais l'application des compétences à une situation individuelle ne doit pas générer un aléa selon qu'on se trouve devant tel professionnel ou tel autre. Donc des grilles, ça veut dire aussi des grilles objectives de... Bon, je ne dirais pas des grilles, parce qu'on ne fait pas des croix dans des cases. Non. Mais en tout cas, savoir à quel professionnel on confie une situation. Qu'il s'agisse d'un expert, d'un juge, d'un policier, d'une éducatrice, il faut un professionnel volontaire, formé et sélectionné en fonction d'objectifs de protection des victimes et de lutte contre l'impunité des agresseurs. Disons que tous ces enfants à qui j'aimerais rendre hommage sont extrêmement courageux. Et c'est très émouvant parce que c'est des petites filles et des petits garçons qui, avec leurs mots d'enfant, décrivent des scènes d'horreur, concrètement, et utilisent des mots qui sont réservés au langage d'enfant. Donc, ils parlent de zizi,
le zizi de mon papa qu'il a voulu mettre dans mes fesses, moi mon papa il me met son zizi dans la bouche, il a voulu faire pipi dans ma bouche, voilà, on est confronté à ça toute la journée. Et il me fait mal, il touche ma minette, il m'a touché sous la culotte, je veux plus qu'il fasse ça, je veux plus prendre ma douche avec papa, je veux plus qu'il me dérange pendant la nuit. Et ça, c'est mon quotidien. Et je trouve ça dramatique que ces petits-enfants-là, on leur dise pas, mais bravo, bravo d'avoir parlé, et ne t'inquiète pas, tu vas être protégé, et on te croit. Parce qu'en fait, ces enfants-là, on dit très bien merci, et ensuite, on rend comme décision. Ces enfants-là sont imaginatifs. La plupart du temps, c'est ce que j'ai dans les rapports d'expertise. Les enfants sont en proie à l'imagination. Alors moi, voilà, encore une fois, hein, j'étais enfant il n'y a pas si longtemps que ça. Aucun enfant n'imagine des scènes de viol, à part s'il les a subies, mais aucun enfant n'a dans son imaginaire des scènes de viol. Permettez-moi de vous préciser comment je vois aujourd'hui la situation du jeune Alexandre. Je l'ai reçu en juin et juillet 95 et j'ai constaté à ce moment-là à quel degré de perturbation était arrivé ce garçon, ce qui me faisait écrire ceci à ma consoeur le docteur Confet de Saint-Martin-de-Ré. Il s'agit d'un problème grave de névrose traumatique incluant une présomption d'abus sexuel chez un petit garçon de 4 ans. Il répète des phrases impressionnantes évoquant des sévices. « Papa m'a défoncé le cul ». Il dessine avec moi des séries mal structurées pour son âge où se retrouvent partout le zizi, le cul, l'endroit qui fait mal, papa me fait mal. Madame, j'ai bien pris connaissance de l'ordonnance du 23 octobre 97. Mes observations sont les suivantes. Les certificats faisant état de la bonne santé mentale et bonne qualité de mère de madame sont qualifiés par le juge soit d'obsolètes, soit beaucoup trop circonstanciés ou trop laconiques et rejetés du débat. L'expertise que demande madame pour voir ce qu'il en est lui est refusée. Par conséquent, la seule appréciation plausible et ou véridique est l'appréciation du juge lui-même. Vous nous avez parlé de maltraitance psychologique. Qu'en est-il exactement? Il m'a toujours rejeté et humilié, m'insultant, me traitant de sale juif, qu'Hitler n'avait pas fini le travail, que ma mère était une sale pute. Tout cela se déroulait souvent devant ses amis, sa cour. Mon père est très fortuné, car c'est un héritier de la fortune, et il se sent intouchable. Il a de très grandes relations dans tous les domaines, notamment la justice. Il est franc-maçon et est en relation avec les plus grands financiers de Suisse et de France. Et là, en fait, il sort un sextoys, quoi, avec mon bébé dans les bras, il prend un sextoys. Et là, Là, je suis avec mes amis, on voit ça sur les images, je bascule dans le noir parce que je m'attendais pas à ça, en fait.